je te présente un instant à tes lecteurs. Tu es né à Barcelone. Après de nombreuses années consacrées à l'enseignement, tu es attaché à l'écriture du roman, de la nouvelle, de pièces de théâtre, de scénarii aussi pour la télévision, pour le cinéma. Les éditions Christian Bourgois ont publié plusieurs de tes ouvrages, de romans. Sa Seigneurie en 2004, L'ombre de l'eunuque en 2006, Les voix du Pamano en 2009, et puis tu as été récompensé par le prix d'honneur des lettres catalanes en 2010. Un peu après, quelques années après, les excellentes éditions Actes Sud ont publié ton magistral roman choral Confiteor, où tu convoques les thèmes de l'histoire, de la musique, des racines du mal et de la damnation. Ces leitmotifs, tout musicaux, parce que ce sont vraiment des leitmotifs au sens musical du terme, ressurgissent dans le livre que tu vas nous présenter ce soir, Voyage d'hiver, qui est sorti aux éditions Actes Sud au début de l'année 2017. Il s'agit d'un recueil de nouvelles cette fois-ci. Alors je suis très émue, très fière aussi de te recevoir ce soir. On s'était rencontrés il y a quelques années par livre interposé. En fait, j'avais lu Confiteor, j'avais rendu hommage à ce magnifique roman dans un livre que j'ai écrit sur ma bibliothèque. Guillaume a lu ce livre, il était étonné de voir que dans ce livre je parlais de lui, et étonné aussi de savoir que je connaissais George Steiner, pour lequel tu as de l'admiration, parce que tu lisais un livre de lui à ce moment, et ça m'a fait beaucoup rire, parce que, et on s'est écrit, et c'est la première fois qu'on se voit. Tu es un peu modeste, si tu permets. Pardon, je demande davantage tout le pardon du monde pour mon détestable français. Alors, on fera ce que pourra. Non seulement j'ai lu un livre, pas de George Steiner, mais de Cécile Lagali et George Steiner qui parlaient de l'éducation. Et alors, je parlais avec des articles de presse pour ça, et je fais un livre d'essais où je retourne sur ça. Au moment que j'écrivais des choses aimables sur Cécile, elle faisait la même chose avec ma bibliothèque. C'est drôle. Mais je pense qu'il y a des affinités électives entre les gens qui écrivent, et à un moment donné, les gens doivent se rencontrer. Et c'est toujours voilà, avec beaucoup d'émotion que je me rends compte de ça. C'est des choses qui me sont arrivées régulièrement. Et voilà, ce soir, je pense que la conversation va pouvoir continuer en vrai, in situ, des visus, voilà, au théâtre de la Reine Blanche, autour de Voyage d'hiver. Alors, c'est un recueil de nouvelles. Comme je le disais il y a un instant, on va commencer par la fin du livre, par l'épilogue. Parce que déjà, c'est une manie d'un des personnages qui a l'habitude de commencer par la fin des partitions lorsqu'il joue au concert. Donc là, ce soir, je copie un peu sur l'un des personnages dont on va parler dans un instant, qui commence par la fin, en commençant par la fin. Dans l'épilogue, Guillaume Cabret nous explique quel est, d'après lui, l'art de la nouvelle. Un art bien spécifique relativement à son style, à l'écriture. Tu écris avant tout qu'il faut du temps. L'écriture de tous ces textes, de ces 14 nouvelles, s'étale sur une durée qui va de 1982 à 2000. Alors, est-ce qu'il faut davantage de temps, beaucoup plus de temps, pour écrire un recueil de nouvelles que pour écrire un roman? Et pourquoi? C'est pas exact. La réalité, c'est pas de cette façon. Le temps entre la première nouvelle et la dernière, c'est le temps que j'ai dit. Mais pendant ce temps, je fais des romans, et je fais d'autres choses. J'ai travaillé avec le scénario, je mangeais, je dormais, je faisais beaucoup de choses. Alors, pour moi, le temps de faire une nouvelle, c'est plus strict, plus petit
que le temps du roman. Le temps pour faire un roman, c'est immense. Il ne finit jamais. Parce que, je l'ai dit à Confiteor, je n'ai jamais fini un livre. Non, pardon, je n'ai jamais fini un roman. Et oui, je finis de nouvelles parce que presque toujours, je crée la nouvelle parce que je sais le final. Mais j'écris un roman parce que je ne sais pas le final. Je veux le savoir avant que le lecteur. Et alors je travaille beaucoup. Je découvre un final. Et avec la nouvelle, presque toujours, c'est ça. J'ai un final, alors j'ai une histoire parce que j'ai le final. Et pardon, alors le temps, c'est vrai, mais c'est pas exact comme tous les temps d'écrire, pour écrire des nouvelles. Pour le roman, il est nécessaire de s'imposer une sorte de cécité, aveuglement volontaire, ne pas connaître la fin pour pouvoir être surpris et être dans un état de grâce. Pour moi, c'est bon de ne connaître rien. Je connais seulement l'envie que j'ai d'écrire. Alors, tu dis des choses extraordinaires par rapport au rythme, même organique de ton propre corps quand tu écris des nouvelles. La façon de respirer quand on se met à écrire une nouvelle est différente, plus syncopée que celle qu'il faut pour écrire un roman. Oui, pourquoi? Parce que je pense que la nouvelle, c'est les 100 mètres, 100 mètres livres. Comment on dirait ça? 100 mètres livres. Les 100 mètres. La course de 100 mètres, c'est rapide, 10 secondes, 11 secondes. Sprint. Le sprint, oui, c'est un sprint. Et le roman, c'est la marathon. On travaille. Et alors, en année, 2 ans, 3 ans, on travaille, 4 ans. Confiteor sont 8 ans. 43 kilomètres. 8 ans de travail. Et peut-être une nouvelle comporte beaucoup de temps, mais pas toute ma vie dans cette nouvelle parce que je fais d'autres choses. Et je retourne dans la nouvelle, je me discute avec la nouvelle, je me gêne, je me fâche avec la nouvelle ou avec le personnage de la nouvelle, ça dépend. Et il arrive un moment que j'ai la solution. Mais je fais d'autres choses. Et avec le roman, non, c'est le roman. Toute la vie de l'écrivain est dans le roman. Toute la vie. On était dans les métaphores sportives, avec le sprint, la course. Tu écris aussi, au sujet de la nouvelle, j'ai compris enfin que les nouvelles ont des jambes. Ouais. C'est quoi? Ça veut dire parce qu'elle disparaît, disparition. Elles disparaissent, elles réapparaissent. Elles réapparaissent. Si, oui, les nouvelles ont une vie autonome. Et le roman, non, le roman est solide, il est avec moi. Pourquoi ont des jambes? Parce que peut-être que je fais une nouvelle, j'écris une nouvelle, je la garde, je la laisse murer, elle, toute seule. Je fais d'autres choses, je fais peut-être une autre nouvelle. Et alors, je reprends cette nouvelle, et ça dépend du moment. Mais au moment que j'ai beaucoup de nouvelles, et je pense à un recueil, alors c'est le moment de réécrire, de changer, de jeter, c'est difficile, mais on jette. Si, mais il y a un moment que tu dis, tu t'entends,
Non, tu n'as pas lieu dans ce recueil, parce qu'en ce moment tu penses comme recueil. Chaque nouvelle, je la pense pour elle-même, mais au moment que je fais un recueil, c'est le moment de jouer, que c'est la possibilité. C'est pas obligatoire, mais c'est la possibilité de faire des connexions entre, parce que je suis romancier et je fais des connexions entre les nouvelles pour m'amuser. Simplement pour m'amuser. Et je pense que peut-être pour amuser le lecteur. Et ces 14 nouvelles forment un tout, un seul livre. Alors là, on va commencer peut-être par le premier chapitre, plutôt que la première nouvelle, s'il s'agit d'un seul livre. Donc la première histoire s'appelle Opus posthume. Alors c'est une nouvelle importante parce qu'elle ouvre le recueil. Cette nouvelle lance des motifs, comme dans un opéra, on a les grands motifs, les grands leitmotifs qui sont lancés dès l'entrée en lecture. Alors je raconte rapidement le propos, je le résume. C'est l'histoire d'un pianiste virtuose, Pierre Brosse, qui n'en peut plus de jouer en public au concert. Ça le rend malade, ça l'angoisse beaucoup, et surtout de jouer devant le fantôme de Schubert qui s'assoit toujours à la place numéro 7 devant lui, qu'il regarde derrière ses petites lunettes cerclées de fer. Ça l'angoisse, il n'en peut plus. Donc un soir, il choisit de jouer Schubert à l'envers, en commençant par la fin. Il s'éclipse à l'entracte, il revient, et quand il revient, il ne joue plus du tout du Schubert, il joue un illustre inconnu, un certain Fischer, dont le génie incandescent dépasse peut-être celui du maître. Pierre Brosse se leva, pâle, après l'effort et son coup d'audace. Mais il avait été 1000 fois plus facile de jouer n'importe quoi d'autre que Schubert devant Schubert. Maintenant, il pouvait le regarder en face. Tout de suite, il vit que Schubert, dans le fauteuil numéro 7, applaudissait avec ferveur. Mais la salle restait en silence. Franz Schubert souriait sans cesser d'applaudir et Brosse remarqua qu'il lui manquait une dent. La salle était toujours muette. Tout à coup, au 3e balcon, tout là-haut, surgit un applaudissement couleur d'ambre, à la fois énergique et doux, comme si cette personne, quelle qu'elle fût, voulait se solidariser avec Schubert, invisible et silencieux, ou avec l'audace de Fischer, ou peut-être avec le pianiste fou. Peu à peu, les applaudissements se déclenchèrent comme l'ondée qui hésite avant de se transformer en pluie battante, jusqu'à ce que toute la salle se mette debout. Pierre Brosse brandit le livre où, en grosses lettres, on pouvait lire le nom de Fischer, s'assura que Schubert continuait d'applaudir et quitta la scène à tout jamais, sans regarder en arrière. Donc, ce sont les derniers mots de cette première nouvelle, et je pense que cette nouvelle pose 3 grandes questions. La question du maître qui terrifie le disciple, qui terrifie l'interprète ici. Et là, j'ai une question toute personnelle pour toi. Est-ce qu'il t'arrive, en tant que romancier, d'être terrifié par tes maîtres au moment de la création? Est-ce que c'est insupportable d'être ce nain perché sur les épaules des géants, hein, qui nous inspirent? Non. Pas peur, rien. Je n'ai peur, j'admire le maître. Et alors, c'est pas mes mots, mais d'un poète catalan qui s'appelle Joan Margarit. On doit écrire malgré avoir lu Shakespeare, avoir lu Proust, avoir lu Foch, Carnet, n'importe qui, des grands maîtres. Le grand maître, ce que nous donne, c'est la joie. Et pour moi, c'est l'exemple à suivre. Jamais sur le châtiment.
parce que devant un châtiment, je me dédie à une autre chose. Alors, le personnage est terrifié aussi par le public. Oui. Est-ce que toi, tu es parfois terrifié par tes lecteurs, par les réactions du public, c'est différent. ceux qui lisent tes livres? C'est différent. Parce que... dans mon étude, il n'y a pas le lecteur. Je sais. J'écris, je sais toujours yo tengo en cuenta, du lecteur. Je sais toujours quelle est l'information qu'il y a le lecteur de tout ce que j'ai dit. Je pense à la réaction du lecteur, à ce que je dirais après. Je pense toujours avec le lecteur, sur le lecteur, mais je n'ai pas le trac, parce que le trac c'est surtout pour l'acteur théâtral ou pour le musicien qui interprète. Je trouve que c'est terrible avoir le public comme vous et alors faire la perfection. Parce que ce qu'on demande à l'interprète, c'est être parfait. C'est horrible. Ah bon, c'est une chose de confessions, de confiture. Oui. Adrien laisse d'étudier le violon parce qu'il ne peut faire qu'est-ce que je sais pas, comme la perfection. Il veut vivre. Alors, je n'ai pas le trac avec le public. Alors, je le traque en ce moment, hein, pour mon français. C'est une interprétation, la traduction, toujours. Oui. La musique ne peut pas mentir, c'est ce que dit George Steiner. La musique, lui, ne ment pas. Est-ce que l'histoire de Pierre Brosse, de Fischer, c'est peut-être l'histoire d'une imposture aussi. On ne sait pas si c'est une vraie partition, si c'est un faux. Est-ce que tu es d'accord avec cette pensée de Steiner, comme quoi la musique ne ment pas, alors que nos mots mentent? Le langage peut dire les pires choses, dans une belle syntaxe, avec une grammaire correcte, et on peut dire non, des choses terribles. Je suis d'accord avec Steiner. C'est facile d'être d'accord avec Steiner. Pas qu'ils sont pas d'accord. Mais une chose c'est le pouvoir de la musique, et une autre chose c'est les histoires de cette nouvelle ici. Parce que ici il y a une histoire qui déborde la nouvelle, qui déborde la première nouvelle et que nous retrouverons dans aucune d'autres nouvelles. On peut dire, ici il y a, vous m'avez assuré qu'il y a 14 oui. nouvelles. Ici il y a 14 nouvelles, je crie 14 nouvelles, mais je le sais en ce moment, 14, mais il y a 16 histoires, pour le même prix. Il y a 16 histoires. Et l'histoire de Fischer, du thème musical de Fischer, c'est une histoire qu'on finit, je crois, qui est la pénultime nouvelle. Oui. Et en même temps, il y a une autre histoire, que c'est l'histoire d'un Rembrandt, qui commence, je crois, qu'à la seconde nouvelle. À la seconde nouvelle, dont on parle dans un instant. Et qui finit au final. Je crois qu'au final, je ne me souviens en ce moment. Ce sont des histoires super structurelles qui ne font partie d'une plate, d'un argument, d'une histoire concrète, mais qui sont dans beaucoup des nouvelles. Alors Rembrandt, par exemple, le peintre Rembrandt, est un grand thème du livre, et on le rencontre pour la première fois dans la deuxième nouvelle qui s'intitule Le Testament. Il est question d'un homme veuf, il vient de perdre sa femme alors que c'est lui
qui a toujours été hypocondriaque, qui pensait qu'il mourrait en premier. Donc il fait plein d'analyses pour savoir s'il est en bonne santé. Et avant d'aller chercher ses résultats à l'hôpital, il est très angoissé, il va au musée. Et là, il tombe sur un tableau de Rembrandt. Voici l'Ekphrasis qu'a écrit Guillaume Cabret. Toute la pièce était dominée par les ocres sombres et ses yeux étaient attirés, malgré lui, vers la fenêtre de droite qui, plus qu'un point de fuite, était l'endroit par où entrait la lumière puissante et hontée qui éclairait la pièce et le personnage. Celui-ci, un philosophe, comme le précisait le titre du tableau, était assis devant une table ronde avec un apron et lisait un livre énorme rempli de sagesse, profitant de ce don du ciel qu'était la lumière qui venait de la fenêtre depuis que Rembrandt l'avait peint 4 siècles plus tôt. Je passe un peu. De l'autre côté de la fenêtre, dans la même pièce, on devinait un escalier qui descendait depuis cette tour d'ivoire jusqu'au monde des gens pressés, des maladies et des morts inattendues de la pauvre chère Eulalia, c'est sa femme. Au premier plan, plus pressenti que vu, une grande armoire pleine de livres, aussi gros que celui de la table. Pourquoi ne pourrais-je pas être ce philosophe, se demande le héros de la nouvelle. Qu'est-ce qu'il dit? C'est une histoire. C'est une histoire personnelle. Je me confessais. J'écris un roman qui porte le titre de Fra Junoi o l'agonia dels sants. Il n'est pas traduit en français. Il n'est pas encore traduit en français. C'est un roman de jeunesse, ou de presque jeunesse. Et la couverture, c'est joli ça, cette couverture. C'est joli, très beau. La couverture de Fra Junoi o l'agonia dels sants, c'était ce Rembrandt. Et alors, j'étais amoureux avec le tableau, mais je ne le trouvais jamais dans aucun livre sur Rembrandt. Et un jour, je me promenais par Oslo avec ma femme, qui est présente ici, elle peut vous assurer que c'est certes, et au National Museum d'Oslo, il y avait beaucoup de petites salles, un peu plus petites que ça, de peintres différents. Et au fond, il y a la salle de Rembrandt. Nous entrons à la salle de Rembrandt, il y a mon cadre, ma peinture là. C'est une peinture petite, je pensais que c'était une chose colossale, mais c'est une peinture comme ça, avec un marge scandaleux, mais la peinture c'est petit. Et alors je me reviens avec la bouche ouverte. Rembrandt, qu'est-ce que tu fais ici? Où était tu t'as caché de moi pendant tout ce temps? C'était une histoire d'amour, non, avec cette peinture. Et alors j'ai donné la possibilité de faire une histoire semblable ici, mais différente, avec ce Rembrandt. Et ce Rembrandt m'a accompagné beaucoup de temps. Et alors, ici, je fais que la peinture, c'était un objet qui passera, c'est pour ça, qui passera d'une nouvelle à une autre nouvelle. Dans d'autres nouvelles du recueil, là, je passe à la 3e nouvelle. L'espoir entre les mains, alors c'est une histoire assez terrible parce que le héros, le personnage principal, Holger Walter, est en prison depuis 12 ans, s'offre à lui un soir une occasion extraordinaire de pouvoir s'évader, mais on lui apprend qu'il va pouvoir enfin lire, parce qu'on les lui remet, les lettres, les réponses à ces lettres écrites par sa fille Célia. En fait, il a écrit pendant des années
toutes ces années d'emprisonnement à sa fille et il n'a jamais reçu de réponse aux lettres qu'il lui écrivait. Et juste avant de pouvoir s'évader, on lui dit voilà, ces lettres, elles sont pour vous. Et son camarade de prison lui dit, mais bien, il faut sortir, c'est le moment. Il dit, non, je ne peux pas sortir parce qu'il faut que je lise ces lettres. Et il préfère rester en prison plutôt que de partir. Je ne pars pas, mais c'est toi, incrédule. Ce n'est pas possible. Il ne comprenait pas. Tu as attendu toutes ces années pour désespérer. Pourquoi, les gars, pourquoi? Parce que je dois lire les lettres de ma fille. Je m'échapperai un autre jour. Mais si on s'enfuit, tu pourras la voir. Ça fait tellement d'années que j'attends ce moment, marmonna-t-il, pour lui tout seul, si bien que les autres l'entendirent à peine. Et à voix plus haute, les lettres sont faites pour être lues. Vous pouvez vous échapper sans moi. Alors, c'est étonnant, mais la question... Bon, déjà, moi, je voudrais te dire que, en lisant cette nouvelle, j'ai beaucoup pensé à un roman que j'apprécie, Le Liseur, de Bernard Schlink, et c'est dans l'espace de la prison que l'héroïne Anna Schmidt recouvre une forme de liberté, justement, à travers la lecture. Alors, est-ce que, ça c'est la question que je souhaite te poser, est-ce que lire, l'acte de lecture, fait de nous des êtres libres, mais des êtres en exil, car nécessairement coupés du monde réel? Je crois que la lecture est compatible avec la vie, hein, toujours. Je crois que tous ceux qui sont ici sont des lecteurs. Je crois que c'est compatible. Je crois que lire et vivre. Je ne ferai ça de mon personnage. Je prendrai de Tucarel Rose. Je fugirai. Avec le lettre de ma fille. Oui, d'accord. S'il y a la possibilité de fuir, je ferai ça. Mais mon personnage, non. C'est dramatique, c'est plus fort du point de vue dramatique. Alors, une autre nouvelle, là je vais vers la 5e, qui s'intitule Poussière. Poussière évoque la lecture, puisqu'il y a dans cette nouvelle une immense bibliothèque et un héros qui se prénomme Adria et qui nous fait penser au héros de Confiteor, évidemment, qui possédait lui aussi une immense bibliothèque. Alors, dans cette bibliothèque du héros Adria, il y a, je lis, 17 552 livres. Est-ce que c'est ton chiffre? Non, je n'ai pas une maison aussi grande pour avoir tous ces livres. Je n'arrive à 9 000. Je n'arrive pas. 8 700 à peu près. Alors, ce que je fais, c'est de faire ce que je ne peux faire dans les nouvelles. Alors, beaucoup de livres pour ces personnes. Elle s'appelle Adria comme l'Adria de Confiture, mais je ne le savais pas au moment d'écrire Confiture. Je ne me rappelais pas de cette personnage. C'est un personnage qui lit pour compassion, parce que sa bibliothèque, c'est une bibliothèque des livres dolents. Comme Mauvais. Alors justement, ça c'est extraordinaire parce que page 80, il y a la jeune fille qu'il prénomme Andromaque, qu'il surnomme Andromaque, qui époussette les étagères, est très étonnée parce que dans cette bibliothèque, il y a de drôles de livres. Elle se demande, comme elle ne savait pas dire pourquoi, dans cette maison, il n'y avait ni Magritte, ni Garcia Marquez, ni Goethe, ni Pedrolo, Gardner ou Thomas Mann. Pourquoi les lectures de Monsieur Adria, c'était Ludwig Tieck, Giuseppe Spalletti ou Jacob dit Montfleury, l'école des jaloux? Pourquoi collectionnait-il les phrases de ces auteurs et n'avait-il pas acheté un seul Faulkner? Donc, qu'est-ce qui doit constituer notre bibliothèque? Est-ce qu'elle doit comporter dans ses rayonnages les ouvrages de premier rayon,
Ou alors, est-ce qu'une bibliothèque, pour être complète, doit également contenir les livres de second rayon, les livres peut-être un peu kitsch, qui font qu'au fond, la bibliothèque devient une image, un miroir de l'univers, parce qu'elle contient tout, un peu comme le rêvait ou le cauchemardait Borges, hein, dans la bibliothèque de Babel, dans Fiction. La bibliothèque est à l'image de l'univers et il y a tout, le bon, le moins bon. Comment on doit penser sa bibliothèque? Parce qu'il lit par compassion. Il lit le livre que jamais lit personne. Et peut-être c'est un livre qui a coûté beaucoup de temps et d'énergie à l'auteur, mais que ne lit personne parce que c'est un livre détestable peut-être. Et alors, elle, au moment de lire ce livre, lui donne de la vie au livre. Et au moment de faire une recension, on dit, un commentaire sur sa lecture, le livre est vivant. Et s'il garde la ficha de ses commentaires, le livre est un peu vivant. Il achète seulement ce livre que tout le monde que tout le monde rejette. C'est son caractère. C'est ce qu'on voyait avec les étudiants il y a peu dans un cours sur la lecture. On lisait un texte de Charles Péguy qui nous rappelait bien que le texte recevait son couronnement, une sorte de grâce coronale de la lecture, du lecteur qui parachevait l'histoire, qui continuait l'histoire lancée par l'auteur, et sans cette collaboration intime entre l'auteur et le lecteur, le livre n'a pas de vie, le livre est mort. Hein, et c'est vrai que la nouvelle, le numéro 5, le dit qu'il y a besoin du lecteur pour que le texte écrit vive. Oui, je crois que c'est vrai ça, mais c'est difficile la décision qu'a prise Adrien, parce que c'est terrible le livre qu'il lit. Le problème c'est de dire de noms de romanciers, de noms de titres. Et alors j'ai inventé les titres, j'ai inventé presque tous les noms des écrivains pour ne offendre pour ne offenser personne. Et alors il y a des titres extraordinaires, mais seulement les titres. Alors, passons à la 7e nouvelle, le rêve de Gottfried Heinrich. Alors là, il est question de musique à nouveau, puisque Jean-Sébastien Bach, vous le savez, a eu plein d'enfants, dont ce garçon, un fils simple d'esprit, un peu attardé, mais génial musicalement, puisque ce dernier semble avoir inventé l'art moderne en matière d'harmonie. Je vous lis un passage de cette nouvelle, et cette musique si spéciale terrifie un autre personnage de la nouvelle, Caspar, qui travaille avec Bach et qui, après avoir entendu les mélodies du maître, copiste les partitions. Donc, le maître souriait parce qu'il était en train d'accepter le rêve de son fils Gottfried, et il se rendait compte que ce que son fils disait avec ses cris, c'était que lui aussi existait à sa façon. Et il pressentait confusément qu'un jour, cela pourrait peut-être devenir de la musique. Je passe un peu. Depuis le coin du souffleur, Caspar n'osait même pas regarder les yeux aveugles de son maître. « Je ne suis pas devenu fou, Caspar. Qu'est-ce que c'est que ça? Le rêve d'un bienheureux. Et maintenant, j'imagine 7 variations. Je les ai presque finies. » Caspar pensa qu'il était dans un cauchemar en enfer, et il frissonna en entendant que son maître, au lieu de lui demander « Ramène-moi à mon lit, je suis fatigué », lui dit « Copie ce que t'as entendu, Caspar !»
il nous reste encore beaucoup de travail. Mais ce n'est pas de la musique. Ne me dis pas que tu ne t'en souviens pas. Il lâcha cela sur un ton de douce menace, celui qui faisait le plus peur. Habitué à obéir, Caspar s'approcha du pupitre, prit la plume, l'encre et le papier à musique et commença, avec la facilité que lui donnait son extraordinaire mémoire, à écrire cette horreur, comme si c'était de la musique. Ça sonne de façon très laide, maître, lui dit-il, quand il fut obligé de répéter la mesure 27 du thème. Ça sonne comme ça doit sonner dans le cœur des purs. Alors, quelle est cette musique infernale qui sonne dans le cœur des purs? Le pouvoir de l'écrivain, c'est d'inventer l'histoire. Alors je fais que Johann Sebastian Bach fait la première pièce musicale de décaphonique. Parce qu'il prend le thème de son fils, c'est un fils réel, son fils avec des problèmes mentaux, et comme que toute la famille de Bach fait de la musique, je pense que Gottfried Heinrich aussi il faisait de la musique, mais je ne le sais pas. Hein? Ça, c'est inventé, cette possibilité. Mais c'est une Bach pour amour de père ou pour amour dans son fils. Je travaille ça, je fais une composition, comme toutes les compositions bachianes. Et alors, c'est une situation contradictoire, mais très jolie. Et ça, format-là, ça sera partie aussi d'une histoire qui vient à travers le temps, hein, le thème de Bach que viendra. Parce que il y a un secret que tout le monde connaît, c'est pas un secret, mais je dis que c'est un secret, il est que quand on écrit, on doit être attentif aux trois regards. Il y a le regard de personnage, il y a le regard du narrateur. Le narrateur dit des choses avec sa vision du monde. Pas l'écrivain, hein? Le narrateur dit des choses. Le personnage sait les choses que le narrateur décide, ou que l'auteur décide. Et après, il y a un troisième regard fondamental, le lecteur. Et alors, avec ce tripode, on parle, on joue de secrets, on fait des affirmations, on fait des illusions, on fait des surprises selon le regard qu'on a mis sur la table, en table. Et alors, en ce moment, je pense une chose, je l'ai dit un peu en clef. Le rêve de Gottfried Heinrich, je ne sais pas si je finis avec ça, mais il y a un moment qu'il dit, au moment que Caspar, comme que Bach, nous assistons à la mort de Bach, c'est un privilège que nous avons, si vous lisez Voyage d'hiver. Et Caspar a la malconscience d'avoir négligé son papier de couleur de Bach. Parce que la famille était loin et à ce moment il y avait seulement l'enfant, Caspar, qui était un adjudant de Bach. Et alors, avec plus de paveur, il brûle tous ces songes de fils de Bach. Le rêve d'un fou, dit le narrateur, le rêve d'un fou disparut comme s'il s'était agi d'une vie. Et donc je me souviens que c'est
la suivante. C'est la nouvelle qui suit où il est vraiment question de l'enfer des camps de concentration et il y a vraiment un lien qui est admirable entre ce motif de l'œuvre brûlée dont parle Canetti dans Autodafé, qui est un motif récurrent quand on réfléchit à la littérature et au mal. Hein. Cette œuvre brûlée qui est l'image qui clôt la nouvelle numéro 7, annonce... C'est l'image d'Autodafé. C'est l'image d'Autodafé de Canetti, annonce cette nouvelle numéro 8, où là, il est donc question d'un homme qui va revenir des camps, ça s'appelle « Je me souviens », c'est la traduction en français de cette nouvelle, et cet homme qui est revenu et qui est un survivant ne supporte pas. Et on trouve ici un thème qui était cher, je pense, c'est le thème du suicide, hein, dans ta création. Oui. Non, mais le thème de la cruauté, oui. le thème de la Shoah. Thème qu'on retrouve dans Ballade également, avec la mère qui va être... Tu dis le leur. Si tu veux, il y a après une autre nouvelle, la nouvelle numéro 10, qui se... Là, encore une fois, une référence à la musique. En français, on l'a traduit balade. Je ne sais pas ce que ça donne en espagnol. Mais... En espagnol, je ne sais pas. En catalan, c'est balada. Non, en espagnol, je le sais. On a de la musique encore, mais une référence à l'horreur des camps, puisque là, une mère de famille qui a élevé avec amour toute sa vie un jeune homme qui est aussi simple d'esprit, un peu attardé comme Gottfried, mais qui est animé par quelque chose de mauvais, qui ne porte pas la grâce en lui, ni la beauté, mais le mal. Cette femme va être... assassiné par son fils, soldat, et c'est un spoiler. Il ne fallait pas que je dise. Non, d'accord, mais ce sont des situations, oui, ce sont des situations qui impliquent l'œil pour le lecteur. Oui, c'est vrai. Mais avec la situation de Treblinka, que c'est cette de Je me souviens, c'est le titre, avant, j'ai dit, avec le papier de Caspar, le rêve d'un fou disparu comme s'il s'était agi d'une vie. Et en ce moment, on voit le Forge Crematoris de Treblinka, devenir la destination finale dont il ne sortirait qu'en volant par les conduits de la cheminée, comme s'il ne soit qu'un rêve. Le papier de Bach sont comme la vie et les cendres de Treblinka comme un rêve. Le rêve de Gottfried, la vie de ce personnage, c'est un croisement, un chiasme argumental entre les deux. Et ce sont des choses qui sont toujours dans tous les livres. Il y a beaucoup de ces choses. Le lecteur ne doit le comprendre ou le voir tout, mais peut-être peut entendre une musique. Ça va bien pour moi. Non, on ne doit pas faire une thèse doctorale en anglais. On doit écouter des musiques. Et il y a effectivement tous ces thèmes, ces motifs musicaux qui résonnent de chapitre en chapitre et qu'on retrouve. Et pour revenir à la peinture, il y a dans la 12e nouvelle qui s'intitule La Trace, il est question d'un Rembrandt, d'un tableau que le personnage nomme comme étant un non-tableau. Et on retrouve dans la nouvelle suivante, la négociation, encore une trace de ce non-tableau. Alors pourquoi cette ironie? J'ai l'impression qu'il y a parfois, venant de toi, de l'ironie à l'endroit de la peinture, mais beaucoup de sérieux par rapport à la musique. J'ai l'impression qu'il y a un traitement différent. Non, les non-tableaux, c'est une obsession sérieuse. Ah oui, j'ai compris en fait tout à l'heure qu'il y avait quelque chose de sérieux avec Rembrandt. Oui, c'est vrai. C'est quoi un non-tableau? Qu'est-ce que c'est un non-tableau? On l'a traduit comme ça en français. Non-tableau. Non-tableau. Un tableau qui n'est pas... C'est quoi? C'est mon obsession quand je vais en musée pour voir une œuvre concrète.
Ici, elle est en voyage pour à New York, on fait une exposition. Je ne le vois. Si je le vois, je dis ah, oui, voilà. Mais s'il n'est pas là, c'est la déception. Et alors, le non-pardon existe pour beaucoup de personnes. La peur, la panique de nous voir, parce qu'il est en voyage, ou il est en congé, l'aventure. C'est pourtant une chose très, très réelle. Alors, le temps file, on va laisser... J'en viens à la dernière nouvelle qui propose un écho extraordinaire à la première nouvelle, mais on ne va pas raconter l'histoire. Et puis après, je laisserai un peu de temps en questions, parce que je crois que vous en avez pour notre invité. La dernière nouvelle donc, reprend plein de thèmes déjà lancés à travers les nouvelles précédentes. Il est question d'un rendez-vous d'amour dans un cimetière devant la tombe de Schubert, et après 25 ans d'attente, bon mais je ne dis pas ce qui se passe, en tout cas, à la fin, le héros est saisi, pris à la gorge par un sentiment mélancolique presque indépassable, et voici les dernières lignes de cette nouvelle, et donc les dernières lignes du livre. Alors, il comprit que c'était sans espoir, qu'il serait incapable de quitter Vienne, que la vie n'est pas le chemin, pas même la destination, seulement le voyage, et quand nous disparaissons, c'est toujours à la moitié du trajet, quel que soit le lieu. Pour son malheur, ce qui lui était échu, c'était un très dur voyage d'hiver, qui avait laissé son âme entièrement dévastée. C'est l'écho que je pris au moment de confiture. Je vais dire deux choses, si vous me permettez, oui. Si tu me permets. Dans cette Winterreise, la dernière nouvelle s'appelle Winterreise, que c'est Voyage d'hiver. Mais pour non remarquer précisément cette nouvelle, je l'ai mis en allemand. C'est très beau. C'est un peu différent. Ici, il y a, beaucoup de c'est le costume que tenait Hitchcock. L'habitude qu'avait Hitchcock d'apparaître lui. Et Margarita aussi. Et aussi notre fille qui nous accompagnait au voyage qu'on a fait, il fait beaucoup de temps, à la page 290, 80. Suisse ou tellement mesvé, 80. Ici, il y a l'autoretraite. Il fut distrait par un couple, le personnage, il fut distrait par un couple de son âge, accompagné d'une fille jeune et jolie, ma fille. Peut-être leur fille. Ils venaient de passer le contrôle et à leur façon de gesticuler, c'est moi, en regardant en plan, il comprit, le personnage, le protagoniste, qu'il cherchait les coins où se trouvait cette tombe. Les tombes où devient la plus vieille. La plus vieille. Parce que je ne savais jamais. J'avais l'histoire, mais je n'avais le chemin pour expliquer l'histoire. Parce que je me trompais toujours que je prenais les jambes de nouvelles, on le voit. Je prends je t'aime, balade, non, il s'appelait balade, il s'appelait je ne sais pas quoi, comme, mais tu n'es pas de cette façon, c'est différent. Je pensais, Betaki una vagada, qu'est-ce que c'est la... Il était une fois. Pardon? Il était une fois. Il était une fois, oui, un garçon qui avait des problèmes mentaux
qui vivait avec sa mère dans un village et tal. Et alors, je savais l'histoire, mais c'était impossible d'y mettre l'émotion. Jusqu'au moment que je pensais, non, il était une fois une femme qui avait un fils qui avait des problèmes. Et à partir de ce moment, je crie, balade définitive. Bon, ça y est. 20 ans. 20 ans pour trouver. C'est pour ça que le temps de l'écriture, c'est la culpe de balade. C'est la faute de balade. Mais c'est bon de penser. Je n'ai pas la solution, je le laisse. D'accord. Alors là, c'est le moment, si vous en avez, de poser des questions à Guillaume Cabret. On a 10 toutes petites minutes, mais ensuite, même à peine, un peu moins de 10 minutes, mais après on se retrouve juste dans les salons de l'autre côté pour boire un verre que le théâtre de la Reine Blanche vous offre. Et puis, Guillaume peut vous dédicacer certains de ses ouvrages qui sont là pour vous. Voilà. Donc on peut continuer à parler de l'autre côté, c'est surtout ça que je voulais vous dire. Parce que là, ça... Allez-y. Oui. Je n'ai pas lu le livre de Midi, mais j'ai lu plusieurs des livres de M. Cabret. Oui. Je voudrais vous poser une question sur la façon dont vous composez, par exemple, le premier roman que j'ai lu de vous, qui était Les Voix du Pamano. Parce que vous avez dit que dans un roman, vous ne saviez pas quelle serait la suite, la fin, que vous avanciez petit à petit. Mais par exemple, dans Les Voix du Pamano, comme je crois dans Confiteor, vous commencez tout de suite à alterner deux temps différents, c'est-à-dire il y a 40 ans et maintenant. Donc, vous avez déjà une idée de l'architecture du livre, je pense. Non. Non, je n'ai pas l'idée de l'architecture du livre, ni à Les Voix du Pamano, ni à Confiteor, ni à n'importe quel roman. J'écris un personnage, je suis le personnage, je parle avec le personnage, il peut me donner un autre personnage, peut-être, ou une possibilité d'histoire. Et alors, il y a un moment que je vois un petit monde, et alors je pense, peut-être, je peux aller par par exemple, Le Voix du Pamano. Pourquoi j'ai fait une histoire qui passe aux Pyrénées pendant la Seconde Guerre mondiale, au moment que le franquisme est dans la Catalogne, dans toute l'Espagne, comme un moment de tyrannie terrible. Les premières années, les premières 7-8 années sont terribles. Mais pourquoi? Parce que j'ai vu, en faisant des promenades par les Pallars, une zone pyrénéenne, j'ai vu une école abandonnée, une école rurale abandonnée. Et alors je pensais, qui travaillait ici, ou qui a étudié ici dans cette école, et bon. Et alors je fais une chose qui m'a coûté 7 ans. Confiteor, 8 ans. Le Voix du Pamano, 7 ans. Je suis âgé, hein? avec mon roman. Je découvre au moment d'écrire. C'est terrible. Parce qu'il y a un moment, Les Voix du Pamano, que j'avais, je fais le raconte, j'avais 100 personnages. Je pense que c'est terrible, mais tu dois être mort. Tu ne m'as dit pas que je t'avais tué. Bon, le personnage dit bon, pour moi c'est mieux, revivre. Et alors il faut mettre ordre dans le marasme, le chaos que j'ai fait. Il y a un moment que je dois faire l'ordre. Et au moment de Le Voix du Pamano, c'était mettre tous les personnages comme à l'armée. Tout droit. Le premier, le second, le troisième, bon.
Et alors, je ordonne et un peu tout ce monde qui était en cause. Avec Confiteor, la situation c'est terrible parce que c'est un peu plus volumineuse l'œuvre. C'était plus compliqué. Je ne sais pas pourquoi, mais je dis, après Le Bois des Pamoinon, je dis jamais je ferai un roman grand. Jamais. Et alors je me viens, tu es stupide parce que tu fais une chose que tu sais que sera compliquée. Et alors, c'est curieux parce qu'un jour, quand le livre est sorti en français, j'étais à Toulouse, Toulouse de Languedoc, avec des lecteurs. Je disais causes comme ça, non, je ne planifie que j'écris, alors je me rends fou, mais je fais ce que je peux, mais je suis incapable de faire un schéma d'une histoire que je ne sais pas quelle est. Et alors, 3 ou 4 lecteurs me présentent un schéma. C'est pas vrai ce que vous disiez. Ici, il y a un schéma. Et alors, je dis, c'est vrai, j'ai reçu cet schéma aussi par Twitter. 20 jours après publier le roman, j'ai reçu cet schéma d'un, je ne sais pas de quoi, de quelle personne. Hein, c'était anonyme. Et c'était parfait. Je pensais, pourquoi ne me le donner ça aurait été utile pour moi. Hein. Je suis incapable, et une personne en 10 jours lit le livre et fait le scan. Pour moi, c'est formidable. La tragédie est de ne savoir qui est, pour le dire bien, travailler avec moi. Alors, je parle. C'est parfait. Alors, il faut qu'on libère la salle parce qu'il y a un spectacle ensuite. On va passer de l'autre côté. Merci beaucoup.